Nadia Larichi, qui est cofondatrice d'Ocni Factory, qui va donc nous parler de son aventure d'entrepreneur. Ocni Factory est un studio de design spécialisé dans l'innovation alimentaire. Donc Ocni veut dire objet comestible non identifié et révolutionne notre manière de manger. Ils sont à l'origine des premiers assaisonnements à tailler sous la forme de crayons pour épicer nos plats. Donc vous avez des petits exemples ici qu'on va vous faire passer plus tard. L'entreprise est basée à Montréal, mais également dans le sud de la France, à Alès, tout près de Montpellier, où ces deux associés résident. Et la force de leur équipe réside dans leur complémentarité. Donc on va aussi beaucoup parler de ça ce soir. Non seulement basés de part et d'autre de l'Atlantique, cela accélère le développement des deux marchés parallèlement et crée de nombreuses opportunités entre les deux pays. Alors, avant de commencer, je voudrais qu'on regarde une petite vidéo. Il était une fois un savant food venu sur Terre dans un seul et unique but, sauver vos repas de l'ennui. Pour cela, il fonde la toute première fabrique d'objets comestibles non identifiés, Ocni Factory. Faire manger des légumes aux enfants, épater votre belle-mère à table, être la star des repas entre amis. Bref, devenir un héros du quotidien grâce aux assaisonnements à tailler. Leur mission, révolutionner votre manière de manger avec de bons produits, de l'innovation et du fun. Mais qu'est-ce que c'est Ocni ? C'est un studio de design spécialisé dans l'innovation alimentaire. Nous révolutionnons votre manière de manger. Vous venez de découvrir notre premier objet comestible non identifié, les assaisonnements à tailler. Alors aidez-nous à continuer d'innover, partagez cette vidéo et surtout votez pour nous. Et n'oubliez pas, Nous venons en paix pour sauver vos repas de l'ennui. Voilà, donc ça c'était une vidéo qui avait été faite pour un concours. Oui, un concours il y a quelques mois seulement de la Chambre de commerce française au Canada qui nous offrait un accompagnement si on gagnait ce concours. Et bon, on s'était dit, allez, on fait une vidéo et puis on essaie de le gagner. On ne l'a pas gagné, mais au moins ça nous a fait faire l'exercice de la vidéo et de vulgariser un peu ce que c'était que notre produit. Parce que ça, c'est un gros défi pour nous de le faire comprendre facilement. En tout cas, on dirait que vous avez eu du fun Oui, dans la vidéo. oui, on communique pas mal là-dessus. On a comme une charte qu'on respecte. Ce sont à chaque fois des bons produits, de l'innovation et du fun. On va rester là-dessus. On veut s'amuser en mangeant. Oui, on s'amuse. Mais justement, est-ce que tu peux nous raconter justement comment tout a commencé et nous expliquer un petit peu d'où tu es partie pour arriver à ce produit fini? Oui, en effet, ça a été très long. Déjà, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Peut-être que c'est votre cas aussi, ou alors vous aviez cette idée derrière la tête, ou alors même quand vous aviez un emploi fixe, vous aviez toujours des projets à côté. Donc bon, c'était toujours là. Et puis, j'ai longtemps travaillé à Paris après avoir fini mes études à Montréal, au HEC. Parce que j'avais envie de travailler dans la cuisine, dans la gastronomie. Et puis mes parents m'avaient dit, une école de cuisine, non, va plutôt faire HEC, tu auras peut-être plus de portes qui s'ouvrent. Donc je l'ai fait. Et puis en ayant mon diplôme en poche, j'ai dit, bon super, maintenant je veux travailler en cuisine toujours, donc comment je fais? Puis comme j'avais la nationalité française, j'ai dit, allez, on part en France, à Paris, puis on verra ce qui se passe pendant 6 mois. Et finalement, j'ai passé 10 ans, donc ça a été bien plus long que prévu. Après, il y a une histoire sentimentale qui s'est mêlée à tout ça, mais bon, le professionnel aussi était important. Et puis, pendant 10 ans, j'ai été en gros chargée de développer des écoles de cuisine, d'épauler des chefs dans leur développement, etc., etc. Donc toujours dans le côté commercial du volet gastronomique. Et puis, je voulais encore une fois partir à mon compte, me dire, mais qu'est-ce que je fais? Je suis toute seule, Bon, j'ai décidé de le faire en montant une première entreprise à Paris qui était une agence de chefs. C'est comme si j'étais un peu l'attachée commerciale de cuisiniers indépendants qui me sollicitaient pour négocier les contrats avec des clients, créer des recettes pour une nouvelle marque, passer à la télé, comment ça se passe, etc., etc. Et ça, je l'ai fait quasiment 1 an. Et au bout d'1 an, je me suis rendu compte que j'étais assez digital nomade aussi. Je pouvais travailler d'un peu où je voulais parce qu'il me fallait un ordinateur simplement. Mais je travaillais beaucoup seule. Et surtout, j'étais un peu le tampon entre le client qui était très exigeant
le chef à qui je demandais de respecter les exigences du client, puis tous les deux, voilà, je devais vraiment gérer les relations et c'était pas facile. Donc je me suis dit, bon, ok, je me suis lancée, j'ai le courage de le faire, mais je suis pas très à l'aise là-dedans. Et en fait, quelques années avant, j'avais rencontré mes associés, Tristan et Benoît, avec qui j'ai travaillé pendant à peu près 2 ans dans un lieu et avec qui on s'entendait très très bien. Donc Benoît est designer culinaire, donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait ses armes d'abord en cuisine, donc il a étudié professionnel à 15 ans, cuisinier, etc. Après ça, il a fait de la pâtisserie. Et comme il est artiste dans l'âme, il a continué avec une école de beaux-arts pour devenir artiste vraiment et puis, il a fini par un post-diplôme en design culinaire. Donc, vraiment, c'est un parcours assez complet qui semble au début très curieux, parce qu'on passe de la cuisine à l'art, au design, qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, lui, son ambition, c'était vraiment d'inventer des nouvelles manières de manger. Alors, ça passait par des expériences, à travers des événements d'entreprise, à travers des installations lors d'un buffet, à travers un nouvel objet alimentaire, un packaging innovant, bref, changer votre manière de manger. Et donc, quand on s'est retrouvés un petit peu tous les trois, on s'est dit, bon, bah, Benoît, il a vraiment des idées plein la tête. Nous, notre force à Tristan et moi, bah, c'était plus le développement commercial. Alors, on va s'associer et puis on va transformer la petite agence que j'avais créée avec notre petit fichier client. On va peut-être la transformer en quelque chose de plus concret, d'avoir quelque chose de vraiment tangible à proposer aux clients. Donc ça a démarré en décembre 2015 à Paris. On a dit on immatricule la société, puis on verra. Et on a commencé à proposer des événements aux entreprises. Donc c'était toujours des expériences multisensorielles où l'aliment était au centre. Et puis on faisait vivre par des odeurs, par des casques audio sur les oreilles, par des sensations, une vraie expérience. Et ça a duré plusieurs mois. Et rapidement on s'est dit, bon, on est 3, on a chacun nos complémentarités, il y a comme un créateur et 2 développeurs, c'était un peu ça. On ne va pas non plus se marcher dessus. Et puis on avait l'ambition de se développer à l'étranger et on s'est dit le Canada c'est quand même j'avais envie de rentrer à Montréal en fait, pour être tout à fait franche, là j'essaie de tenter de rentrer à la maison. Donc on a postulé pour un concours d'échange de start-up entre Paris et Montréal qu'on a gagné et ça c'était au mois d'avril 2016, donc c'était simplement 4 mois après le démarrage officiel de l'entreprise. Donc on n'avait pas d'argent, pas de clients, on avait gagné un concours. Et on s'est dit, c'est bien trop tôt pour partir, mais en même temps, l'opportunité est là, on y va, on part, on verra. Donc on a passé 3 mois en incubation à Montréal, tout l'été. Mes associés ont adoré Montréal, évidemment, ils étaient déjà venus quelques fois, mais en plein été, on a rencontré, grâce au ministère de l'économie du Québec, beaucoup d'acteurs du milieu. On a signé des contrats avec Tourisme Montréal, toujours cette partie vraiment événementielle, parce qu'on avait quelque chose à vendre, alors que les objets, on y pensait, mais on n'avait rien de concret. Donc, on a fait le lancement de Montréal à table, qui est un gros événement gastronomique au mois de novembre, avec une installation qu'on a appelée la soucoupe hurlante, qui était une espèce de grande soucoupe qui tourne sur elle-même, où on lève des cloches, on sent des choses, on goûte, enfin, bref. Je me souviens aussi quand on avait parlé de ça, tu m'avais dit c'est vraiment l'événement qui nous a lancés. Oui. Mais on n'avait rien. Et tu avais utilisé cette expression fake it until you can make it. Oui. Et c'était vraiment ça finalement. Donc vous y êtes allés au culot. Parce qu'il y avait l'opportunité. Il y avait l'opportunité. Donc les 3 mois qu'on a passés à Montréal, on est arrivé avec une forme de catalogue où on avait des croquis en disant on a créé plein d'expériences culinaires différentes et on va aller voir tout le monde qu'on nous présente. Donc moi j'ai réactivé un réseau que j'avais gardé ici, puis c'est ça, le Startup Fest qui est un gros festival de start-up au mois de juillet au Vieux-Port nous a fait rencontrer du monde. On avait une tente à nous pour montrer une animation, donc des entreprises étaient intéressées par ce qu'on faisait, mais concrètement on avait un catalogue avec des croquis et on disait oui on a tout, bien sûr, pas de problème, dans 3 mois ce sera prêt. Mais c'est super parce que très souvent les jeunes entrepreneurs se bloquent dans mon site internet n'est pas prêt, j'ai pas ma base de données qui est prête, j'ai pas mon pitch parfait qui est prêt, j'ai pas. Et en fait,
de par mon expérience et de par l'expérience de tous les entrepreneurs avec qui je parle, on n'a pas besoin de ça. Il faut juste y aller. En fait, il faut vendre, il faut aller montrer ce que c'est le produit ou le service qu'on vend avant tout. Le reste viendra après. Oui, tout à fait. Moi, je dirais même que en tout démarrage, parce que j'étais exactement dans cette même situation-là, à me dire, je sais pas, j'ai rien à vendre, je sais pas. Mais une carte d'affaires, même si le logo n'est pas fini, avec un nom, des coordonnées, une page internet juste avec à venir bientôt et en quelques mots, voilà ce qu'on fait, c'est déjà un premier, c'est un peu plus tangible. Mais oui, en effet, il faut bien commencer on a quelque part. besoin que de ça, quoi. On a besoin que de ça. Ouais, je suis bien d'accord. Mais en tout cas, en ce qui concerne cet été, donc on avait signé quand même des contrats à plusieurs milliers de dollars qu'on devait assumer. On n'avait pas les installations, donc on est rentré en France parce qu'on avait quand même notre camp de base qui était en France. Et on a trouvé un Fab Lab d'un Québécois, un ami québécois à Nice, qui nous a accueillis les bras ouverts pour nous dire très bien, vous avez tous vos croquis et les plans, maintenant moi j'ai les machines, alors on va les construire. Et on les a construites en 2 semaines. On a ramené les machines dans les valises, un peu comme ça, sans tout déclarer. Et moi, je n'avais qu'une peur, c'est qu'on demande à mon associé, mais qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Et qu'il répond, une soucoupe hurlante. Et là, je me suis dit, mon Dieu, on va se faire arrêter, c'est pas possible. On est passé, on a fait tous nos événements, ça s'est très bien passé. Et ensuite, en fait, ça a été un peu ça a fait boule de neige, c'est-à-dire que les clients à Montréal ont parlé en bien de nous, donc on a fait un événement à l'ambassade du Canada à Paris, puis au Centre culturel canadien. Donc voilà, l'un a nourri l'autre en fait, et on a commencé par l'événementiel en se disant ça nous fait quand même un petit fonds de roulement, parce qu'on n'a rien dans le compte, donc c'est déjà ça. Et puis donc l'été est passé, puis en novembre 2016, moi j'ai vraiment décidé de revenir à Montréal parce qu'il y avait un intérêt assez fort et d'immatriculer la compagnie au Québec pour vraiment démarrer les activités. Et mes associés, eux, étaient basés à Paris, mais Paris coûtant très très cher, ils ont décidé d'aller dans le sud de la France, où l'un des deux est originaire, pour avoir des installations plus intéressantes et moins chères. Donc on a refait un move tous les trois à ce moment-là. Et puis, on a un peu pris plus de risques, j'ai envie de dire, parce qu'on attaquait 2 marchés en même temps. Mais en même temps, c'était aussi une volonté personnelle de se dire, moi je rentre à Montréal et c'est le moment. Et puis, eux, se dire, super, on va développer le Canada plus vite que prévu. Je crois que c'est ça qui est très beau aussi quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut vraiment intégrer vie professionnelle et vie personnelle. Et puis, les choix professionnels qu'on fait sont très très souvent en lien à 99% de nos choix personnels. Oui. Et c'est vrai que c'est super d'avoir cette flexibilité, de pouvoir danser avec aussi comment on envisage sa vie et son avenir personnel. Ouais. C'est vrai que moi, ça a été une de mes premières motivations aussi, c'est de se dire, j'ai toujours beaucoup travaillé des heures et des heures, mais j'ai pas envie de respecter un horaire qu'on m'impose. Ouais. Je travaillais le dimanche, pas de problème, mais si j'ai pas envie de travailler le lundi, je travaille pas le lundi. Bon, maintenant, on a d'autres contraintes parce qu'on a une unité de production, donc on ne peut plus être digital nomade, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on a des clients à satisfaire, etc. Donc on travaille du lundi au samedi, voire au lundi, c'est ça, on travaille toujours beaucoup. Mais bon, c'est flexible, ça reste quand même flexible. Ouais. Donc là, on est en novembre 2016 ? Novembre 2016. Ok. Et là, en fait, ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est que le développement de la recette de ce produit, là, je vous ai parlé un peu de l'événementiel, mais ce produit, ça faisait déjà 4-5 ans qu'on avait fait des tests, que Benoît, le designer culinaire, avait vraiment pensé à la recette, etc. Mais qu'on n'arrivait pas à aller au bout, parce qu'on n'avait pas d'argent pour le faire, et en fait, il nous fallait des outils. Des moules pour qu'on puisse vraiment mouler les préparations à l'intérieur et parce qu'on a commencé, là je pourrais vous le faire passer tout à l'heure mais je vais simplement vous le montrer, c'est comme un crayon, c'est exactement la forme d'un crayon, puis ce crayon là, il faut le mouler quelque part et on a commencé par mouler ça dans des tubes, dans des tuyaux de plomberie en plastique et on soufflait pour l'extraire, on coupait les tubes, on soufflait puis ensuite pour remouler, on remettait du scotch, puis on recoupait le scotch.
C'est plus qu'artisanal. C'était vraiment une fabrique de fous, en fait, complètement. Et en fait, un moule vraiment en Delrin, qui est un plastique alimentaire, etc., ben, ça coûtait plusieurs milliers de dollars. Donc il fallait le dessiner, et puis on n'avait pas cet argent. Donc en novembre 2016, on avait gagné un peu d'argent avec nos événements de part et d'autre en France et ici. Et puis on s'est dit, ben, on va essayer de contacter ici des ingénieurs, même une architecte qui nous a aidé à dessiner le moule, des chimistes alimentaires pour arriver au bout. Et on l'a fait. Donc ça a été vraiment un développement d'abord en France, puis une finalisation au Québec avec des gens ici qui nous ont épaulés, des gens proches ou des gens qu'on a payés pour le faire, mais on est arrivé au bout grâce à ça. Donc on avait quasiment tout pour produire. On s'est dit, bah, très bien, on va faire des packaging. On a tout fait en interne, donc le design, etc. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais on a fait produire une première série de packaging. Et puis, bah, on était prêt à commercialiser le produit. Ou en tout cas, on l'avait dans les mains en décembre, fin novembre 2016. Donc nous, enfin moi personnellement, quand j'ai le produit dans les mains, j'ai dit mon Dieu, ça y est, c'est un aboutissement. Il est là, enfin, ça fait à peu près 4 ans, 5 ans qu'on y travaille, et là c'est bon. Donc l'aboutissement d'avoir l'objet dans les mains, et on n'avait pas de plan de commercialisation, on était en plein la période de Noël, qui était déjà bien entamée, donc on voulait faire des événements, des marchés de Noël, mais on ne s'était pas inscrit à temps. Donc en fait, ça a été comme un soufflet qui est retombé parce que un produit, mais on ne sait pas comment le vendre, on n'a rien préparé et puis voilà. Donc on a passé un mois de décembre un peu bizarre. Et en fait, à partir de, je dirais mi-décembre, début janvier, on a commencé vraiment à partir en pré-commercialisation et à se dire on va trouver des clients, des boutiques, des partenaires, etc. Et c'est en tout cas ici, la ville de Montréal par exemple qui nous a encore fait une fois confiance parce qu'ils ont ouvert avec le quartier de l'innovation une boutique qui s'appelait NeoShop qui lançait les produits hardware vraiment des startups. Donc c'était plein de petites innovations technologiques ou des produits vraiment concrets. Et puis nous, ça a été notre premier client. Et quand il a fait $1000 de vente en décembre, on était fous. On était super contents. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, on a tapé... je dis on. En fait, eux ont fait la même chose en France. Et puis moi, j'ai fait la même chose ici. Mais c'était moi. Il n'y avait personne d'autre. Puis au début, je produisais un petit peu dans ma cuisine de maison. Après ça, j'ai sous-loué un espace de production une journée par semaine, puis 2. Et en fait, c'était assez drôle parce que l'hiver est passé, on avait quelques points de vente. Et à partir du mois d'avril, c'était le 375e de Montréal. Donc je me suis mis vraiment sur tous les événements gourmands, festifs de la ville. Et on a passé tout l'été dernier sur la route, sur nos événements, dans les parcs. Il pleuvait beaucoup en plus. Alors voilà, ça a été vraiment un été mais mémorable. Et en fait, les premiers événements que je faisais, j'arrivais avec 30 boîtes en me disant, je suis là 2 jours, 30, 50 boîtes, je vais vendre 50 boîtes, ça va être super. En 2 heures, j'avais plus rien. J'avais plus rien. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Donc les gens étaient vraiment très intéressés et je retrouvais parfois justement des clients sur les événements, le fameux NeoShop. Et là, je disais à ma cliente, écoute, je t'ai livré la semaine passée pour un de tes clients, mais est-ce que tu es capable de me rendre ce que je t'ai livré? Parce que là, je n'ai plus rien à vendre. Alors, on partait en catastrophe, récupérer son stock, revenir, vendre. Et ensuite, je n'avais même pas le temps de retourner dans ma cuisine de sous-location. Je reproduisais dans ma propre cuisine toute la nuit. Et le lendemain matin, je revendais. Enfin, voilà. Donc, en fait, tout ça pour dire que on a tellement investi d'énergie, d'argent et de temps dans la conception du produit qu'arriver au bout, c'était comme ok, ça y est, c'est fini. Mais en fait, non, tout commençait là, tout commençait là. Et puis c'est un très beau produit, vous avez vu que les gens étaient réceptifs, donc c'est vrai que ça aurait été dommage aussi de passer à côté. Et puis même au bout d'un moment, quand on voit vraiment financièrement qu'il y a un retour et qu'on se dit c'est pas en vain. Ok, honnêtement, au début, moi je faisais pas ça pour l'argent, mais vraiment, je faisais ça pour réussir mon projet, réussir à être indépendant, etc. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est
peu obligatoire. Vivre de quelque chose. Donc, c'est ça. ouais. En arrivant au Québec, tout de suite, moi, je me suis tournée vers la Fondation Montréal Inc. Mais à cette époque-là, je n'avais qu'une entreprise française, une entité légale française. Mais j'avais quand même demandé. Donc, ils m'ont dit, bah, écoutez, votre projet est super intéressant, mais vous n'êtes même pas immatriculé au Québec, donc non, on ne peut pas vous supporter. Mais ils m'ont quand même admis dans la zone Montréal Inc. pour que je puisse avoir du coaching pendant un certain temps et que je puisse vraiment démarrer les activités ici. On a obtenu il y a 2 semaines une bourse de la Fondation Montréal Inc. en repassant une seconde fois devant le comité de jury parce qu'on avait notre plan d'affaires, on avait déjà fait une première année de commercialisation qui avait été finalement, enfin, on avait plutôt du succès. Et puis j'étais beaucoup plus à cheval sur les prévisions financières, je savais beaucoup plus où on s'en allait, donc j'ai pu les convaincre cette fois-ci. Et ils ont vu le produit parce que je suis arrivée la première fois avec des espèces de prototypes faits dans des tuyaux de plomberie. Donc c'était pas, Ça marche pas avec tout le monde, les croquis. c'était pas pareil. Mais donc c'est ça, le financement c'est... Oui, bien sûr. Alors écoutez, ouvrez. Vous avez 3 saveurs ici. Ouvrez-le et puis je vais préparer une petite dégustation, même si vous voulez, sur quelques crudités. Vous allez voir. Cécile nous a rejoint et elle fait partie de l'équipe depuis peu. Alors maintenant, il n'y a pas de problème. Mais donc c'est ça. En fait, le financement, moi j'ai trouvé ça assez difficile parce que au tout début, c'est difficile. Pas grand monde nous fait confiance. Sur le projet en tant que tel, oui. Mais nous, en fait, on était, j'ai l'impression, un peu, je ne sais pas quel est votre cas, mais un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une innovation technologique qui permettait de faire des millions de chiffres d'affaires l'année prochaine. On n'avait pas ça. On était dans du produit hardware, encore une fois. Donc ça impliquait un moyen de production important, des coûts reliés à ça. On ne pouvait pas être exponentiel comme un logiciel ou une autre application pourrait l'être. Et donc ça nous a un peu posé des problèmes parce que tout le monde reconnaissait que c'était très innovant et nous disait bah oui, on va vous aider, mais pas tout de suite. C'était ça le truc. Quand vous aurez réussi. Voilà. En fait, c'est ça. C'est toujours la même réponse. Voilà, ils avaient besoin de voir, en fait, de faire nos preuves. On veut voir. Je me souviens, en fait, on a été très très bien suivis par la Fondation Montréal Inc. parce qu'il y a un coach qui nous suit, etc. Et mon coach à l'époque était déçu parce qu'il m'avait dit pendant l'entretien, bah, qu'est-ce que tu vas faire alors pour aller chercher cet argent? J'ai dit, bah, je vais aller voir les clients, je vais trouver l'argent chez mes clients. Et j'ai pas beaucoup de clients pour l'instant, mais on va en trouver et on va faire nos preuves. C'est ce qui s'est passé. Bon, après, les premières années, pendant 1 an, ici, je ne me suis pas versée de salaire et là-bas non plus. Donc, vraiment, là, je suis convaincue que les relations en affaires, de faire des affaires, c'est une question de relationnel. Donc, ça dépend sur qui vous tombez. C'est plus qu'administratif. Oui. Si vous tombez sur quelqu'un qui dit « Ok, je veux son produit parce que c'est super, et puis en plus, il est sympa, et puis je veux travailler avec lui », ils vont faire des entorses au règlement, ils vont vous attendre, je pense. Donc c'est ça, je pense qu'on a eu de la chance, on a eu un bon feeling, on est tombé sur les bonnes personnes et c'est ça. Et puis on était les seuls à proposer ce qu'on proposait. Alors c'était soit ils partaient avec nous, soit ils oubliaient le projet. Donc ils ont été flexibles. Donc c'est ça, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc vous avez fait les marchés, vous avez été en rupture de stock et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a donc entamé la période de l'automne jusqu'au mois de décembre. Et en fait, c'est là que les choses se passent parce que c'est un produit cadeau. Beaucoup. Donc on a eu pas mal de presse, beaucoup de médiatisation alors qu'on ne l'avait pas vraiment cherché encore une fois. Et des articles de journaux, des magazines, listent les top 10 cadeaux de Noël, on était tout le temps dedans, enfin il y avait toujours un intérêt. Alors là j'ai commencé vraiment à activer les choses pour nous positionner sur beaucoup de marchés de Noël. Et puis on était au Palais des Congrès, au marché Casse-Noisette, on a été à plusieurs endroits. Et on a développé le réseau de distribution, on était à 2 jours semaine de location de l'espace de production, on est passé à 5, j'ai recruté une personne pour s'occuper de la production.
J'ai recruté une autre personne pour s'occuper de la communication. Et voilà, on s'est construit petit à petit. On a développé des nouvelles saveurs aussi, parce que les clients étaient très en demande de nouvelles saveurs. Les clients, rapidement, sont revenus acheter alors qu'ils avaient acheté une première fois. Donc on s'est dit, en plus, il y a un repeat. En plus, il n'y a pas juste un seul achat, il y en a un ensuite. Donc bon, il y a quelque chose. Et voilà, ça a été vraiment un petit peu plus de structuration de l'entreprise jusqu'au mois de décembre pour assumer cette grosse période, en fait, où on a fait... Juste en décembre, le mois de décembre, la moitié de notre chiffre d'affaires annuel, en un mois. Donc on était brûlés. On avait une force de vente, une équipe de travailleurs occasionnels finalement qui étaient vraiment sur les marchés. On était une petite dizaine. Donc ça grossissait quand même l'effectif de 1 à 10, c'était pas mal. Et puis c'est ça, en décembre, on a fait une belle première année. Donc ça c'est décembre 2017. 2017, c'est ça. Donc à la fin de l'année dernière. Et puis à partir de janvier, ça a été vraiment une réflexion pour structurer l'entreprise, vraiment. C'est-à-dire aller chercher des fonds, parce que si on veut continuer à développer des marchés, on est allé à Toronto faire un marché au mois de mars, un gros événement qui a bien fonctionné, mais ça coûte une fortune de se déplacer à Toronto. On est sollicité par les États-Unis pour exporter là-bas, donc c'est super, mais il faut pouvoir le faire. Donc c'est ça, on a vraiment, moi j'ai mis l'emphase là-dessus, structuration d'entreprise. Donc on a obtenu la bourse de la Fondation Montréal Inc. Entre-temps en postulant. Il y a PME Montréal également, qui est vraiment un organisme de la ville par arrondissement qui aide les entreprises qui se présentent à eux. C'est les anciens CLD, les centres locaux de développement. Et eux, on passe en commission la semaine prochaine pour avoir un prêt et une petite partie subvention peut-être. Et puis surtout, on est en train de déménager. D'ailleurs, on a monté des meubles toute l'après-midi avec Cécile dans un espace de production qui serait à nous. Donc avant, on était en sous-location et en espèce de coworking culinaire. Aujourd'hui, on va vraiment être dans un lieu de 1650 pieds carrés qui est sur le canal de la Chine à nous. Donc on a signé le bail et puis on va avoir vraiment une capacité de production qui va au moins faire x10 par rapport à ce qu'on avait avant. Parce qu'on était au bout d'un moment limité vraiment dans nos entreposages, dans nos quantités. Donc en fait on a fini la saison 2017 avec succès, mais on a eu des petites ruptures de stock parfois parce qu'on n'était plus capable de produire, on était au max vraiment là, on n'arrivait plus. Donc là, ça ne va pas se reproduire cette année. On a tout un plan de développement. On retourne à Toronto en décembre, une autre fois à l'automne. Enfin, on est vraiment là pour... Donc il y a vraiment eu la phase de lancement où finalement... Un peu chaotique. C'était un peu au tâton et finalement vous avez suivi le mouvement des opportunités. Tiens, il y a ça qui se présente à nous, on va essayer. Donc c'est très expérimental. Et puis maintenant que toutes ces expérimentations vous ont permis justement d'avoir une vision certainement plus précise de ce que vous voulez et de ce que vous voulez faire, ça y est, vous mettez en place votre structure, vous avez enfin aussi des gens, des investissements qui répondent à tout ça. Et puis là, on part sur un autre chapitre de votre entreprise. Complètement. Vraiment un autre chapitre avec beaucoup de nouveaux produits qui sortent au mois de septembre aussi. Donc des nouvelles saveurs, des nouveaux coffrets. Et voilà, une gamme qui va s'étoffer parce que là, aujourd'hui, on avait un coffret en format trio et 5 saveurs en format unitaire. Donc ça faisait 5 saveurs en tout. Et là, aujourd'hui, on passe à 9, puis on va passer à 15, puis plus. Et c'est quoi la vision, justement, la vision de l'entreprise pour le futur Déjà, ce serait vraiment de rentabiliser et de faire de ce produit un produit que les gens connaissent, achètent, rachètent et qu'on ait vraiment une jolie gamme. Et de rentabiliser tout notre investissement qu'on a pu faire dans le passé en recherche et développement. Parce que ça a été des heures et beaucoup d'argent investi. Donc ça, je pense qu'au moins sur les 2 prochaines années, on va continuer à travailler beaucoup et à pousser ce produit un maximum. Ce qui nous arrive aussi en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de marchés étrangers qui s'intéressent aux produits. Donc on va exporter, si tout va bien, au Japon, à partir du mois de septembre, à partir de la France. Donc l'Asie qu'on n'envisageait pas tout de suite, en fait, est venue un peu à nous. Encore une opportunité. Une belle rencontre avec une représentante japonaise qui connaît très bien les produits fins et donc
j'espère que ça va se concrétiser parce qu'on n'a pas signé vraiment l'entente finale, mais vraiment on a fait tout pour y arriver. Donc j'espère que ça va se faire. Et puis la Chine aussi, et puis Hong Kong, et puis Singapour. Donc on se dit, mais c'est fou d'exporter tout de suite, mais finalement, si on a vraiment des personnes fiables dans ces marchés-là, sur place, qui sont capables de développer pour nous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que nous, on a vraiment tout mis en place au niveau de la production pour être capable d'assumer en termes de locaux, processus de fabrication qui est beaucoup plus fiable qu'avant, qui nous permet d'aller plus vite, etc. Donc après, il n'y a plus qu'à développer sur ce produit-là, avec une gamme étendue, mais vraiment les 2 prochaines années, on va se concentrer là-dessus pour rentrer dans nos frais un petit peu. Et puis ensuite, la vision d'Ocni, on se définit vraiment comme un studio de design. Donc c'est de la création, toujours dans l'alimentation, dans l'alimentaire, mais on aimerait développer toute une gamme d'objets comestibles non identifiés. Donc pourquoi pas travailler autour du fruit plus tard, pourquoi pas travailler autour des produits laitiers, autour du chocolat, des épices, voilà. Mais on va sortir de cette gamme d'épices et puis on veut vraiment penser à d'autres manières de manger par différents biais, différents objets, pour tenter de devenir une référence en la matière. Le design culinaire, c'est pas un domaine qui est très connu finalement, c'est un nouveau métier complètement. On pense souvent au stylisme quand on parle de design, donc dans les assiettes, comment on met les légumes pour prendre la belle photo, etc. On est encore sur autre chose là. Le design culinaire, c'est vraiment de réfléchir autrement comment on mange. Et puis on va essayer de pousser la réflexion vraiment là-dedans. C'est un peu notre mission et on va s'y tenir. Donc, en tout cas, quel beau parcours! Je me souviens aussi que tu m'avais dit qu'il y a eu un moment dans ce parcours où ça a été très difficile pour vous et vous vous êtes même demandé si vous n'alliez pas arrêter. Oui. Et tu m'as dit, mais c'était pas possible qu'on arrête parce qu'il fallait qu'on soit entrepreneur. Mais il fallait qu'on aille jusqu'au bout parce qu'on s'était trop engagé. Ouais. Et le fait d'être 3, engagé personnellement, ouais. En fait, et puis même on investit du temps. De l'argent, oui, mais quand on n'a pas beaucoup au début, c'est surtout ton temps que tu investis. Mais après, tu engages les gens autour de toi. On est très chanceux tous les 3 d'avoir une famille, des conjointes qui sont là. Alors de dire au bout de quasiment 3 ans de travail, ah non là j'en peux plus, j'arrête. L'autre à la maison il dit non mais t'arrêtes pas là, hein. C'est pas possible, non. Donc il y a eu ça. Et puis, les conjoints. Oui, la famille, les conjoints, les frères, les mères, les sœurs, enfin bref, ça a été vraiment un support énorme, affectif et tout ça là, et financier aussi clairement, voilà. Et puis à 3, en fait, on s'est un peu remonté le moral par phase. Des fois, c'est ça, on se dit on n'y arrivera pas, et puis on a toujours un qui dit mais non. Regarde, là ça fonctionne, et puis bref, c'est ça. Ça serait quoi le ou les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? De croire en lui. Déjà. Non, mais très facile à faire, non, c'est vrai. On n'est pas tous chanceux d'avoir des gens qui croient en nous, parce que ça aide déjà d'être bien entouré de gens positifs qui nous disent mais allez, essaye, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu perds si tu essayes? Bon, après c'est facile à dire encore une fois, mais si c'est 6 mois, peut-être faire un peu d'économie avant et puis de se dire je vais gruger sur mes économies pendant 6 mois et puis après si ça marche pas, je retrouve un autre job ou bref. En fait c'est ça, de se prendre ce risque-là, il faut croire en soi. Et je pense qu'une fois qu'on est embarqué là-dedans, c'est difficile de décrocher, quoi. On a envie d'y arriver et puis si on a une bonne étoile, voilà, ça fonctionne. Donc oui, les conseils, c'est ça, c'est au bout d'un moment, même si les choses ne sont pas concrètes, croire en soi et se lancer, tenter. Et puis après, en fait, je pense, on a tous une première idée d'entreprise et c'est souvent pas celle-là qu'on vend et qu'on fait à la fin. Nous, on voulait faire de l'événementiel, on arrive avec un produit, ok. Je pense que pour tout le monde, qu'on soit travailleur autonome, il faut le tester et on l'ajuste si on est un peu malin, on voit mais non mais là il y a une opportunité, le client il veut ça et pas ça, donc il faut être très flexible, prêt vraiment à transformer son offre et puis avec du temps et de la persévérance ça peut marcher.